j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Moi, Karim Bouamrane, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Avec vous tous, aujourd'hui, nous lançons cette campagne présidentielle. Moi, président. À 8 mois du premier tour, ils sont déjà plus d'une quarantaine à se voir en haut de l'affiche. Une situation qui fait déjà le bonheur de la presse satirique. Comme ici, le Gorafi qui titre « Face au nombre de candidats, la présidentielle de 2027 se déroulera en 16 tours ». Une situation qui ne fait pas rire tout le monde. Candidat par 3 fois à la magistrature suprême, François Bayrou, qui ne se présente pas à la nouvelle présidentielle, appelle à mettre de l'ordre dans cette avalanche de candidatures. En organisant ce qu'il appelle une grande primaire, allant des socialistes aux gaullistes. Le choix du président de la République, c'est un choix profond de tout un peuple. Le choix de tout un peuple qui dit, voyons, à qui vais-je confier le volant du bus dans lequel il y a mes enfants ? C'est la raison pour laquelle la proposition que j'ai faite pour mettre un peu d'ordre dans le bazar actuel est une proposition vitale pour chacun des Français. Il faudra attendre mars 2027 pour connaître la liste définitive des candidatures validées par le Conseil constitutionnel. Une certitude cependant, l'engouement pour la présidentielle persiste. Un phénomène très français. L'élection présidentielle en France rend fou. 2027, c'est le terminus des ambitieux. Pour beaucoup, ce n'est pas une rencontre entre un homme et un peuple, mais plutôt l'étreinte narcissique entre un candidat et lui-même. Vous savez, une candidature, ce sont des affiches, des meetings, des écrans, des selfies, c'est-à-dire pendant quelques mois, la vie d'une star. Alors, la personnalisation de la politique représente-t-elle un danger pour notre démocratie ? Pourquoi la présidentielle est-elle devenue une obsession ? Et la France peut-elle en guérir ? Et pour en débattre ce soir, nous recevons Arnaud Tessier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. Votre livre, Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur, est paru aux éditions Perrin. Alors, selon vous, supprimer l'élection du président au suffrage universel direct serait dramatique, car c'est la seule élection, dites-vous, pour laquelle les Français éprouvent encore un véritable intérêt. À vos côtés, John Christopher Roland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences à l'université Paris-Nanterre. Et selon vous, une campagne présidentielle, c'est, dites-vous, la drogue la plus addictive, même pour ceux qui ne gagnent pas. C'est quelque chose qui rend les gens dingues. C'est pourquoi les candidats ne veulent jamais abandonné. Et puis, Aurore Malval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service politique de Marianne. Selon vous, l'élection présidentielle n'est plus un sujet politique, c'est devenu un fait de société, un moment d'émotion partagée, un rituel français presque impossible à défaire. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, c'est 45. 45 candidats déclarés ou pressentis à l'élection présidentielle. Alors, dans le détail, c'est 18 officiellement déclarés et puis d'autres qui se préparent, qui sont disponibles, qui n'excluent rien. Il faut préciser que lors des dernières élections présidentielles, le nombre de candidats validés par le Conseil constitutionnel, c'était 11. Alors pourquoi une telle inflation de candidatures, Arnaud Tessier ? Je pense qu'effectivement, ce que disait Vincent Trémollet était très juste. Il y a un phénomène un peu narcissique. Le fait d'être sous le feu des médias, le fait de pouvoir faire sa publicité, on le voit très bien dans certains candidats qui se sont profilés déjà. Et puis aussi peut-être de prendre des gages pour l'avenir, c'est-à-dire essayer de prendre position pour pouvoir ensuite récupérer le fruit politique de tout cela. Mais de toute façon, l'ordre revient assez vite. Ne serait-ce qu'il y a les parrainages, il y a le coût de la campagne si on est obligé de rembourser. Voilà, donc tout cela, je pense que les choses se remettront à peu près en ordre le moment venu. Oui, mais Aurore Malval, tout de même, actuellement, on n'est que dans une pure question de narcissisme, ou aussi c'est parce qu'il y a un effondrement complet des partis politiques. Effectivement, on peut constater en tout cas que les partis échouent doublement, je dirais, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils échouent à faire monter des leaders incontestés qui seront leurs candidats naturels. Et puis, ils échouent aussi à l'extérieur, en fait, dans le sens où ils ne sont plus suffisants à être soutenus par un parti, n'est plus le gage de pouvoir mener une campagne, je dirais, dans le top des tout premiers candidats et de la gagner. L'exemple, je pense d'ailleurs, le plus éclairant à ce sujet, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau gagne les élections, dit voilà, j'ai remis LR en ordre de marche, nous sommes le premier parti de France, il gagne ses élections internes et malgré cette légitimité, il est obligé de refaire un vote pour dire je serai le candidat de ma famille politique.
Et malgré le vote qui le confirme une deuxième fois, heureusement il a fait un système qui vous pouvez difficilement ne pas le confirmer, et malgré cela, il a quand même David Disnard qui dit si c'est comme ça, moi je me présente de mon côté. Vous avez Xavier Bertrand qui dit je me tâte, pourquoi pas, si les circonstances sont favorables, etc. etc. Même Michel Barnier laisse entendre aussi. Donc on voit que c'est une faillite, effectivement, un affaiblissement des partis politiques. C'est lié aussi évidemment à ce qu'on a vécu avec le macronisme et la campagne Emmanuel 2017, Macron. 2017. Jean-Christophe Rolland, il y a aussi un arbitre qui va sans doute départager les gens avant l'échéance, ce sont les sondages. Oui, alors normalement, ça ne devrait pas être les sondages qui départagent. Dans la tradition de la Ve République, depuis que les partis ont repris la main, parce qu'on le redira peut-être tout à l'heure, mais le général de Gaulle, lui, se situait, il disait, au-dessus des partis, c'est que finalement, les partis sont dirigés en France de manière plutôt bonapartiste au départ. C'est-à-dire que le chef se dégage. Les primaires, par exemple, c'est pas du tout une tradition française au départ. D'ailleurs, il n'y a qu'une fois, et par un concours des circonstances, dirons-nous, qu'un vainqueur de primaire classique a pu gagner, même si Nicolas Sarkozy avait été aussi désigné par son parti. On parle de François Hollande. C'était François Hollande. Donc finalement, les partis ont la main mise. En revanche, et ils ont une main mise sur autre chose. Là, il n'y a pas d'effondrement pour l'instant, et on en reparlera. C'est sur les parrainages. Donc les sondages, est-ce que c'est les sondages qui donneront la boussole ? Mais à la fin, il faudra quand même que les gens soient en capacité d'obtenir des parrainages. Et là, les partis ont un rôle très important. Alors vous avez parlé des primaires, des parrainages, et bien sûr vous aussi vous avez parlé tout à l'heure du nerf de la guerre qui est l'argent forcément. Et Julien, on va voir avec vous qu'à 8 mois de la présidentielle, le financement des campagnes revient donc au cœur de l'actualité, car les banques refusent de plus en plus de prêter de l'argent aux candidats. Oui, c'est le cas par exemple du groupe Crédit Mutuel. La banque a annoncé fin juillet qu'elle n'accorderait de prêt, c'est simple, à aucun candidat en 2027, alors même qu'elle avait prêté de l'argent à Emmanuel Macron et à François Hollande lors des précédentes campagnes. Pour les banques, désormais, en fait, il y a 3 risques. Premier risque, que le candidat n'atteigne pas les 5% des suffrages exprimés, seuil à partir duquel le remboursement par l'État des frais de campagne est enclenché, raison pour laquelle, en 2017, par exemple, Emmanuel Macron, qui était alors simple ministre, lancé dans la course, avait eu du mal à obtenir un prêt. Il avait dû souscrire à une assurance pour convaincre une banque. Deuxième risque, que les comptes d'un candidat soient rejetés après l'élection, comme ce fut le cas pour Nicolas Sarkozy en 2012. Dans ce cas, l'État ne rembourse plus les frais de campagne et la banque risque de ne jamais revoir son argent. Et puis, Jean Mathieu, troisième risque, la réputation. Bien sûr, la banque craint d'altérer son image en étant associée à une couleur politique. C'est pour ça que Marine Le Pen, on le sait, est la principale concernée par cette difficulté à financer ses campagnes et elle a dû se tourner vers des banques, notamment russes et hongroises, lors des précédentes élections. Alors, face à ce problème, le gouvernement réfléchit à une solution, la mise en place d'un pool bancaire. Plusieurs banques accorderaient collectivement les prêts aux candidats. En moyenne, il faut savoir, un candidat à la présidentielle a besoin de se faire prêter entre 8 et 10 millions d'euros par campagne. Alors, où trouver cet argent si la banque ne prête pas? Je vous pose la question, Aurore Malval. Effectivement, c'est aussi des dons de personnes privées, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on voit bien qu'en plus il y a des plafonds à respecter, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Des campagnes sont financées comme ça. On a vu aussi les affaires justement de financement occulte des campagnes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant cette idée de la banque de la démocratie, parce qu'aujourd'hui il y a un réel problème de financement de la vie politique. D'ailleurs, il dépasse les campagnes, le financement d'une campagne électorale. On l'avait vu, que ce soit les difficultés d'ailleurs du Rassemblement national avec l'affaire des assistants parlementaires, ou ceux du MoDem, ou même de la France Insoumise. On voit que les partis ont besoin d'argent pour fonctionner et que c'est un problème aujourd'hui, ce financement de la vie politique. Donc il faut trouver une solution, pas que pour un parti, pour d'ailleurs tous les partis. Alors on parlait tout à l'heure des primaires et de cette façon venue des États-Unis de désigner avant l'élection dans chaque camp un candidat. Et ça laisse sceptique beaucoup de représentants politiques comme Othman Nasrou, le secrétaire général du Parti Les Républicains. Le sujet, c'est qu'il y a autant de formats de primaire que de propositions de primaire. Moi, je ne sais pas entre ceux qui veulent une petite, une moyenne, une grande primaire. Une fois qu'on a dit cela, personne n'est d'accord sur le périmètre, personne n'est d'accord sur les participants. Je crois que ceux qui pensent qu'on va simplement se mettre d'accord sur un candidat unique et que ça va permettre de sortir le pays des difficultés et de ce second tour, eh bien, je pense n'ont rien compris. Arnaud Tessier, finalement, si personne n'est d'accord sur le format, si personne n'est d'accord sur les règles, elles ne vont pas avoir lieu, ces primaires.
Les primaires, ça brouille le paysage politique, ça brouille le jugement de l'électeur. On ne sait pas très bien d'ailleurs qui participe au vote des primaires. Ensuite, ça donne lieu à des sortes de marchandages. Enfin, ça complique tout. Quel est l'intérêt de l'élection présidentielle qui fait que les Français votent encore relativement massivement à l'élection présidentielle? C'est la dernière élection où le suffrage universel direct peut se manifester, où les Français peuvent... Puisque le référendum a disparu de facto. Il était relégué par la pratique des pouvoirs successifs. On a complètement mis de côté le référendum qui pourtant... Depuis le référendum constitutionnel 2005, voilà, de 2005. Qui pourtant, selon les termes même de la Constitution et avec l'élection des représentants, la voie d'expression de la souveraineté nationale. Donc c'est la dernière élection où il y a effectivement le dialogue entre un homme et un peuple, une femme et un peuple. Ça n'empêche pas les primaires, ça, c'est quel rapport? Si, parce que les primaires, ça donne lieu à toutes sortes... C'est le retour des partis, des dosages entre les partis. Regardez, finalement, ça ne fait que traduire une certaine confusion idéologique. Quels sont les deux seuls partis qui n'ont pas de problème de primaire? C'est LFI et c'est le Rassemblement national. Sans porter de jugement ni sur l'un ni sur l'autre, il faut reconnaître qu'ils ont une certaine cohérence idéologique l'un et l'autre. Est-ce que ça a été présenté au départ, les primaires, comme un exercice démocratique, justement, encore plus démocratique, quand ces primaires sont ouvertes, quand tous les Français peuvent voter pour leur candidat, comme aux États-Unis, hein. Est-ce qu'en effet, c'est le cas, d'après vous? Au départ, si vous voulez, bon, il y a l'idée un peu américanisante de Nicolas Sarkozy, hein, de traduire en France des mécanismes qui, à mon avis, sont pas culturellement les nôtres. Et ensuite, ça traduit aussi déjà le départ de l'affaiblissement des grands partis politiques qui étaient à l'époque le Parti socialiste, ainsi que à l'époque, alors c'était l'UMP, je crois qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chef charismatique au sens gaullien, pompidolien, chiracien, et par conséquent, tout le monde se voyait aspirer par la présidence de la République, en tout cas l'idée d'être candidat, parce que pour toutes les raisons qu'on a données, c'est ce que je disais tout à l'heure, une drogue très addictive. Et donc, pourquoi ce serait forcément le chef du parti? Pourquoi ce serait pas plutôt un tel? Et pourquoi ce serait pas plutôt moi? Et donc, à partir de là, les primaires, ça a été une tentative finalement de faire voter les militants sur une autre question que celle de la chefferie, si vous voulez, celle de savoir qui serait apte. Et c'est ce qui donne, à mon sens, une forme de virilisation. Il y a très peu de femmes candidates pour ces raisons-là, parce que c'est qui va être capable de tenir tête à Poutine, qui va être capable de tenir tête aux Chinois, et dans l'imaginaire un peu patriarcal, eh ben, les appétits s'aiguisent, et tous ceux qui ont eu un minimum d'expérience aujourd'hui se sentent investis, Cazeneuve, Hollande, ou des anciens premiers ministres, Villepin, etc., parce qu'ils se sentent investis de ce rôle presque monarchique. Alors on va voir si ce très grand nombre de candidats à l'élection présidentielle, finalement, n'était pas inscrit dès le début dans le concept même de ce scrutin au suffrage universel. En 1962, Charles de Gaulle s'amuse de cette possibilité, se demande s'il n'y aura pas trop de candidats après sa mort. Et bizarrement, 5 mois plus tard, il fait passer l'élection présidentielle au suffrage universel par référendum. C'est notre archive du jour. En pensant à ce qui est une idée assez répandue, c'est-à-dire à ce qui arrivera quand De Gaulle aura disparu, je vous dis ceci. Peut-être ça vous expliquera dans quelle direction nous allons marcher à cet égard. Ce qui est à redouter, à mon sens, après l'événement dont je parle, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Alors, sur le trop-plein, ça semble assez prémonitoire hein, quand on parle depuis 2026. Plus de 62% des Français qui disent oui par référendum à l'élection au suffrage universel le 28 octobre 1962. C'est quand même un coup de force, comme l'ont dit ses adversaires. Arnaud Tessier, puisqu'il a passé outre l'avis du Conseil d'État. Enfin, le Conseil d'État n'avait pas le pouvoir ni la vocation de l'empêcher. Il a utilisé l'article 11 de la Constitution pour consulter le peuple qui a tranché. Ce n'était pas dans le périmètre aujourd'hui de la Constitution. Vous avez un constitutionnaliste à côté qui peut peut-être vous confirmer. C'était dans le périmètre de la Constitution. C'était le cas? Alors, dans l'esprit du général de Gaulle, oui, puisqu'il explique qu'il connaît mieux que tout le monde la Constitution, c'est la sienne. Mais effectivement, c'est difficile d'avoir un jugement rétrospectif sur 1962. Il est vrai que depuis le coup du Conseil constitutionnel en 1971, l'expansion de son domaine de compétences, les choses sont vues différemment aujourd'hui. C'est ça. Alors, De Gaulle disait que l'élection présidentielle était en fait la clé de voûte de la Ve République. Est-ce que le problème, Aurore Malval, n'est-il pas que ça entraînait une notion en fait d'homme ou de femme présidentielle et donc ça providentielle et donc ça attise les appétits? Effectivement, providentielle et présidentielle, vous avez raison parce que justement c'est l'élection phare.
tout se structure dans la vie politique française autour de cela. Et d'ailleurs, si vous avez autant de candidats, ou même des gens qui prennent date avec cette élection, c'est précisément que si on n'est pas candidat, finalement, en France, à l'élection présidentielle et qu'on est un homme ou une femme politique, eh bien, on n'est pas un homme ou une femme politique de premier plan. Il faut absolument être dans la course de petits chevaux pour cette élection, sinon on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas crédible. Et on doit absolument construire, c'est le corollaire, cette stature, vous savez comme on dit, cette stature de présidentiable. Comment on le devient ? Précisément déjà par une première parole performative qui consiste à dire « je suis candidat à l'élection présidentielle ». Et si on ne l'est pas, eh bien c'est pareil, on tombe dans les oubliettes. Et donc c'est pour ça que vous avez toute cette surenchère aussi de candidats qui se disent eh bien peut-être que je ne vais évidemment pas gagner à cette élection, mais je prends date pour l'avenir. Ouais. Une des meilleures preuves d'ailleurs de cela, c'est peut-être même Emmanuel Macron qui entretient le doute sur un possible retour en 2032. Parce que si finalement vous êtes hors de cette course-là et qu'on dit eh bien il ne sera plus président ou il ne sera pas président, eh bien vous êtes un peu effacé de la vie politique française. En tout cas, vous acceptez d'y jouer un rôle de second plan. Et ça va jusqu'à une dérive, une forme de pipolisation, John-Christophe Rolland. Oui, que le quinquennat d'ailleurs a, si vous voulez, fait exploser de manière exponentielle parce qu'on est perpétuellement maintenant en campagne électorale. Et donc, évidemment, aujourd'hui, pour exister, avec en plus l'apparition des réseaux sociaux, il faut, c'est la carte postale permanente. Alors qu'autrefois, elle était un peu sporadique. Je me souviens quand Lionel Jospin, entre 2002 et 2007, voilà, on le voyait traverser un passage piéton, quelqu'un essayait de lui poser la question, il y avait des petites cartes postales. Il a tenté, en 2007, quand même, de faire un retour. Je souscris entièrement ce que vient de dire Aurore. Effectivement, ça traduit finalement une forme de pipolisation, voilà, de scénarisation perpétuelle de la vie politique. C'est pour ça que je serais assez en désaccord avec M. Tessier sur le fait que l'élection présidentielle en 2026, comme disent les jeunes, bon, c'est peut-être quelque chose de suranné aujourd'hui. Ouais, c'est ça, oui. Alors, on va regarder justement une carte de l'Europe et sur 27 pays de l'Union européenne, 14 ont un président de la République élu au suffrage universel direct. Pourquoi, Arnaud Tessier, on a l'impression qu'en France, c'est le seul pays où le président est si prééminent, si présent, si encore aujourd'hui faisant partie de notre débat public en permanence. On a l'impression qu'on parle davantage du président français que dans les autres... Ça a été voulu par De Gaulle, parce qu'il faut bien voir que nos institutions étaient conçues par un homme qui a été frappé par l'effondrement de 1940. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de chef à la tête de cet État, et c'est ce qui nous a conduit à être vaincu et occupé par l'Allemagne nazie, et d'être livré au gouvernement de Vichy. Donc il voulait que la France ait un exécutif fort et qui soit incarné. Il ne faut pas oublier qu'en France, celui qui a la main sur le feu nucléaire, c'est le président de la République. Celui qui a la capacité, dans les négociations internationales, de prendre des décisions vite. On l'a vu avec Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, lorsque Mme Merkel devait consulter pendant 3 semaines les membres de sa majorité pour prendre une position. Emmanuel Macron pouvait prendre une position rapidement. C'était voulu par De Gaulle, parce que De Gaulle pensait que nous vivions et que nous allions vivre de plus en plus dans un monde dangereux, et que la France avait besoin d'un exécutif fort et un exécutif incarné avec un arbitre et un chef qui soit capable de prendre des positions rapides et des initiatives pour la défense du pays. Alors au départ, Aurore Malval, il était quand même prévu que le président soit un arbitre entre le gouvernement et l'Assemblée. Et finalement, on se retrouve avec un président qui a un collaborateur et qui est le patron du gouvernement. Alors c'est pas du tout un arbitre, effectivement, on a plus l'impression que c'est un numéro 10, le président en tout cas. Il n'a pas ce rôle, en tout cas, il décide, normalement dans la Constitution, le gouvernement conduit la politique de la nation. Aujourd'hui, quand même, on élit un président dans l'optique qu'il applique cette politique. Et effectivement, on a un gouvernement qui exécute, je dirais, en partenariat. Alors on se rappelle des sorties, effectivement, je décide, il exécute, etc., ouais. des rapports des présidents avec leur Premier ministre, qui ont été souvent un rapport de subordination, très rarement. Alors dans les cas de cohabitation, le président peut jouer un petit peu ce rôle d'arbitre, mais on voit bien, là, aujourd'hui, la façon dont Emmanuel Macron, qui est presque, en situation de cohabitation avec son propre camp, puisque avec un gouvernement, quand même, dont font partie... Des gens de sa minorité parlementaire, mais qui a du mal à avoir ce rôle d'arbitre, qui veut participer, qui veut encore marquer de son empreinte et de ses décisions la fin de ce quinquennat. Donc on a vraiment cette prééminence quand même du pouvoir présidentiel. Et si on compare d'ailleurs avec ce qui se passe avec nos voisins qui ont des présidents aussi élus au suffrage universel, la principale différence, c'est la décorrélation chez eux du calendrier de l'élection des élections législatives et de l'élection présidentielle. Chez nous, tout découle de cela. C'est parce que les élections législatives suivent l'élection présidentielle aussi que
finalement, le pouvoir est au président. Et un mot tout de même, Jean-Christophe Rolland, quand on voit aujourd'hui, tout le monde semble d'accord pour dire que l'élection présidentielle est au cœur, et il y a une obsession en fait présidentielle. À ce moment-là, est-ce qu'il y aurait une possibilité aujourd'hui qu'un candidat dise on enlève le suffrage universel ? Alors, soit on enlève le suffrage universel, ça serait une première hypothèse, soit on débranche un peu la verticalité du président. Parce que derrière ça, il y a aussi une hypertrophie de ce qui reste des partis, parce qu'on parle de majorité présidentielle, très compliqué de ne pas être godillot quand on est au Parlement, quand il y a une majorité, ce qui n'est pas le cas évidemment à l'heure actuelle, mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, avec une minorité la plus étroite de la Ve République, le président de la République peut nommer un Premier ministre de son camp, et même le plus fidèle parmi les fidèles, ce qui est observé des autres pays de l'Europe, totalement ubuesque en fait, c'est extravagant ce qui se passe en ce moment d'un point de vue juste institutionnel. Mais si on débranche le président, qui n'a plus de domaine réservé, et que vraiment ce soit le gouvernement qui ne procède uniquement de l'Assemblée nationale et du Sénat, d'une certaine manière, alors, avec un président débranché, même s'il est élu au suffrage universel direct, on pourrait avoir un président du type allemand ou du type irlandais, c'est-à-dire qui ne sorte pas de son rôle et qui laisse vraiment le gouvernement, comme la Constitution le prévoit, déterminer et conduire la politique de la nation. Alors Arnaud Tessier, si on débranche la verticalité du président, est-ce qu'on ne risque pas de désintéresser les Français qui sont quand même très intéressés, on le disait tout à l'heure, par cette élection présidentielle? C'est celle où il y a la plus forte participation, on devrait le voir à l'écran, la plus forte participation par rapport au dernier scrutin, 72%. On est bien au-dessus de tous les autres scrutins. Sans vouloir vous contredire trop, je crains qu'on débranche la Ve République. Le problème, si vous voulez, c'est que dans une situation normale, lorsque le président de la République est désavoué par le corps électoral, notamment lorsqu'il perd une élection législative qu'il a provoquée, comme en 2020, voilà, il démissionne. C'est ce que n'a pas fait Jacques Chirac en 1997, c'est ce que n'a pas fait Emmanuel Macron en 2022. La logique du système, c'est ça. De même qu'il n'est pas du tout dans l'esprit de la Ve République gaulienne d'avoir un Premier ministre inexistant et un président omnipotent. De Gaulle laissait son Premier ministre gouverner. Georges Pompidou est resté 6 ans Premier ministre. Et croyez-moi, De Gaulle ne faisait pas ce qu'il voulait avec Georges Pompidou. Ils étaient même opposés sur la politique sociale. Et c'est pour ça qu'au moment de mai 68, ils étaient en désaccord. Donc il y a une pratique institutionnelle et puis il y a une sorte d'oubli. La verticalité, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, à partir du moment où on a le sentiment qu'on n'a plus la confiance des Français, et on en tire les conséquences, on provoque une nouvelle élection. On ne joue plus le jeu du suffrage universel. Alors si en plus on supprime une élection du président de la République au suffrage universel direct, qu'est-ce qui restera à cette pauvre Ve République? Voilà, c'est une question peut-être pour le prochain scrutin présidentiel. Merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes.